Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitzad Avzaïn Amud Aleph 7a. Dans le cours précédent, on a essayé de comprendre qu'est-ce que Rav veut nous dire en disant que Beitzad Yitziat Nigmira qu'un œuf, une fois qu'il est sorti de la poule, il est fini, il est entièrement formé. Et on a vu différentes explications qui ont été repoussées. Et finalement, on est arrivé à la conclusion, une des conclusions qui sont justes, qu'une fois que l'œuf a été pondu de la poule, là, il peut produire un poussin. En revanche, un œuf qui se trouve dans la poule, on a fait la shrita, on l'a trouvé à l'intérieur, eh bien, il ne peut pas produire un poussin. Et la Gemara l'a demandé, pourquoi Rav a besoin de donner cet enseignement? La Gemara a répondu, le mec a chumimkar, pour les lois d'achat et de vente. Qu'est-ce que cela veut dire? On avait déjà expliqué dans le Rash. Et maintenant, voyons directement sur le texte de la Gemara une histoire qui illustre très bien ce qu'on veut dire. On est dans Davav Amoud Bet, donc il nous reste encore 5 mots. Qui a ou de Amarleo. Comme quelqu'un qui a dit aux vendeurs, il y avait plusieurs vendeurs, il s'est présenté devant les vendeurs, il a dit B de Pachaleman, qui a des œufs d'une poule qui caquette? C'est-à-dire, qui est-ce qui a des œufs d'une poule qu'elle les a pondus? Pas des œufs qu'on a trouvés dans une poule, mais des œufs qui ont été pondus de la poule. Rashi de Paria, Kemo de Paya, le mot Paria, c'est comme des Paya, donc qui caquettent, qui vient du langage aussi de Poua. Dans la Torah, on connaît Shifra et Poua. Poua, ce qui faisait. Et quand il parlait aux enfants lorsqu'il naissait, l'idée de poua, c'est de parler. Donc ici, c'est qui caquette, qui fait du bruit. Donc en autre mot, Rashi nous dit ceux qui naissent d'une poule qui est vivante, chez poa beledata qui caquette, au moment qu'elle est en train de pondre cette œuf. Alors Yavu le bé des shruta, on lui a vendu des œufs qu'on a trouvés dans une poule qu'on avait abattus rituellement. Alors lui, il n'était pas content, à tel kam de Rabbi Ami. Donc l'acheteur, il est parti chez Rabbi Ami pour faire valoir ses droits. À Marleo, Rabbi Ami, il a dit au vendeur, Mikarta ou tout, c'est une transaction qui est par erreur. Vehadar, et elle doit être annulée. La Gemara demande Pshida, c'est évident. L'acheteur, il a précisé, il a dit clairement qu'il voulait des œufs d'une poule vivante. On lui a donné des œufs d'une poule qui était morte. Rashi, Pshita de Mekarta ou tout, c'est évident que c'est une transaction qui a été faite par erreur. Parce que clairement, il a dit qu'il veut des œufs d'une poule qui est vivante, qui caquette. La Gemara dit non, c'est pas si évident. Parce que Mao de Teima, t'aurais pu dire, Hi, cette personne-là qui a demandé des œufs d'une poule qui caquette, donc des œufs d'une poule qui était pondue, c'est pour les manger qu'il les veut. Et d'achila kabailo. Alors pourquoi il insiste? Parce qu'il veut d'avka, un œuf d'une poule qui caquette. Mishum de tsivan. Parce qu'il voulait des œufs qui sont bien développés. Rachid nous dit que tsivan, l'achat me vous chalote kol tsorkan, veut dire qu'ils sont bien cuits. Quand on dit cuit, me vous chale, c'est dans le sens ici, ils sont bien bichous, ils sont bien mûrs, ils sont bien finis. Kemot tsarevet, comme l'expression de tsarevet, qui veut dire donc une brûlure, une inflammation. Kvia ou bichoul. Et dans certaines versions, écrit chez bichoul, c'est une erreur, c'est kvia ou bichoul. Donc kvia qui veut dire une inflammation, bichoul qui sont bien cuits, qui sont bien mûrs. Donc Tsivan, cette personne-là, il voulait un œuf qui est bien mûr, qui a atteint donc son maximum du développement, il a été pondu. Et donc il voulait un bon œuf pour bien manger. Le Maïnaf Kamina. Et si tu demandes quelle est la différence, il voulait pour faire des poussins, ou bien s'il voulait pour bien manger, la différence elle est, le Meidva le Bene, que le vendeur lui rembourse la différence. C'est-à-dire que si toute la raison que cette personne-là n'est pas contente, c'est parce qu'il voulait des meilleurs œufs, dans ces cas-là, on ne va pas annuler la vente. On va dire, écoute, tu voulais des œufs qui sont encore mieux, tu as des œufs qui sont moins bien. Alors c'est vrai, il faut te donner une certaine marge. Par exemple, imaginons qu'un œuf qui a été pondu vaut 1 euro et l'œuf qui a été trouvé dans la poule, il vaut 80 centimes. Il faut qu'on te rende les 20 centimes de différence. Tu voulais pour manger, ok, le goût n'était pas si bon, ok, on va te donner la différence. Mais on ne va pas annuler la transaction. Par contre, si on dit que toute la raison pourquoi il voulait ces œufs-là qui ont été pondus, c'est parce que il voulait produire des poussins, dans ce cas-là, la vente est totalement annulée. Et c'est Kamash Malan, justement, c'est ça que Rabbi Ami vient nous apprendre, que lorsqu'un acheteur, il vient et te dit, je veux des œufs qui ont été pondus, la raison pourquoi il te dit ça, c'est pas parce qu'il veut manger un bon œuf, c'est parce que il veut produire un poussin avec. Et là, donc, la transaction est totalement annulée, parce que tu n'as pas du tout vendu ce qu'il voulait. Rashi Venav Kamina Ben Man de Bail Elohachil, la différence entre celui qui demande un œuf pour le manger, Ben Man de Bail Elohachil, celui qui demande pour faire un poussin. La différence, c'est le Meid va de Bene pour lui rembourser la différence. C'est le Harzil Zlo pour lui rendre de même mala, l'argent en plus chez Ben Bey de Pachia,
entre un œuf qui est pondu d'une poule, le bait de shruta, et un œuf qu'on trouve dans la poule. Et ben, si, il voulait juste pour manger, il voulait avoir des bons œufs pour manger, qui sont plus gras, qui sont mieux, qui sont finis, qui sont plus développés. Et la mec batel. La vente n'est pas annulée. Parce qu'ils sont mangeables, ils ne sont pas aussi bons. Elle a fait même. Ceux qui sont bien développés, qui ont été pondus d'une poule vivante, ils sont mieux. Il va lui rendre l'argent de la mala, de la supériorité de l'œuf qui a été pondu par rapport à l'œuf qu'on a trouvé à l'intérieur. Et justement, Kamash Malan Rabbi Ami, ça que vient nous enseigner Rabbi Ami, des stam, en général, man de bae bea de pach, il y a ceux qui viennent et demandent des œufs d'une poule qui caquette. Les frochim baeleo, il en a besoin et c'est pourquoi il les demande. Il les demande pour faire un poussin. Quand tu lui donnes des œufs qui sont dans une poule, et ça lui vaut rien du tout, c'est pas du tout ce qu'il voulait. La Gemara rapporte un cas semblable. Il y a un homme qui a demandé à des gens, qui a des œufs fécondés à vendre. Donc des dicha, littéralement dicha, c'est du zachar, donc du mâle. Donc des œufs qui ont été faits par la poule et le coq aussi, pas juste par la poule. Rashi, de dichan, que la poule a pondu cet œuf en ayant une relation avec le coq. Non pas par une autre manière que la poule peut avoir des œufs, en se réchauffant du parterre, en se frottant sur le parterre, les coltan, pour pouvoir capter, pour pouvoir intégrer, donc pour pouvoir faire un œuf, belozachar, sans avoir un coq. Donc lui, il cherchait un œuf qui vient d'un coq. Donc, donc il écrit qu'il y a des œufs fécondés à vendre. Il y a quelqu'un qui dit, viens ici, de mon côté, ici dans mon magasin, il y a le bey de Safna Me'ara. Et ils lui ont vendu, mais des œufs non fécondés, littéralement Safna Me'ara, donc celle qui est couverte de la terre. Expliquons un peu plus en Rashi. Des Safna Me'ara, Mitramemet Bekaka, qui se réchauffe dans le sol. Veyoledet Beitim, elle pond des œufs. Donc quand on dit elle se réchauffe dans le sol, ça, elle se couvre avec le sable qui est dans le sol, elle se frotte avec, et par cela, donc elle fait un effet qu'elle va avoir un œuf. Et autant beitim, mais ces œufs-là, qui ne sont pas fécondés, ils ne peuvent pas produire des poussins. Rashi revient sur le mot safna, koletet beitim, en disant donc que elle, la poule, donc elle va intégrer, elle va se faire dans elle des œufs, shemita feret bekaka, lorsqu'elle, imita feret, c'est le langage de afar, lorsqu'elle se frotte dans le sable, elle se couvre dans le sable qui est dans le sol. Et plus loin, on dira, on dira, donc ce sera tout à la fin de notre page aujourd'hui, donc d'Avzaïn Amud Aleph, qu'à chaque fois qu'il y a un mâle, à chaque fois qu'il y a un coq, le safna me'ar à la poule ne va pas aller s'enfouir dans le sable, dans la terre. Que l'homme, c'est-à-dire, que s'il y a un coq, elle ne va pas faire des œufs en se frottant, en se couvrant avec le sable du sort. Elle a mis la zachar uniquement du mal. Rashi nous dit que le mot safna vient du langage, donc parashat vezot abracha, sfunet unechol, qui veut dire les choses couvertes et enfouies dans le sable. Donc aussi ici, donc la poule, elle se couvre dans la terre, j'ai dit à chaque fois du sable, en tout cas c'est dans la terre, et par cela, donc elle se frotte comme ça dans la terre, et bien par cela, elle se fait un œuf qui va, elle fait qu'il y a un œuf qui va pondre. Même s'il n'y a pas de zachar, même s'il n'y a pas de mâle. Donc en tous les cas, l'idée c'est que la personne elle voulait un œuf fécondé, on lui a donné un œuf qui n'est pas fécondé. Attends le kamed de Rabbi Ami, cette personne s'est présentée chez Rabbi Ami pour faire valoir ses droits, on lui a pas vendu ce qu'il voulait. Amar lehu, Rabbi Ami leur a dit, mikartautu, cette vente-là, cette transaction qui a été faite par erreur, vehadar, et donc elle est annulée. La Gemara, elle demande, mais pshita, c'est évident. L'acheteur, il a dit clairement, il veut un œuf fécondé. On lui a vendu un œuf qui n'est pas fécondé. Alors c'est une transaction qui est annulée. Alors la Gemara répond, Maou de Tema, t'aurais pu dire, ah, il a achila kabaelou. Cette personne-là, pourquoi il veut un œuf fécondé? Parce qu'il veut le manger. Ben, il est kamar de Dira. La raison pourquoi il a demandé un œuf qui est fécondé, Michum des Shwinanse, parce qu'ils sont plus riches, ils sont plus gras, ils sont mieux. Alors, qu'est-ce que ça change maintenant si il les a demandés parce qu'il voulait un poussin ou bien parce qu'il veut manger un bon œuf? Ma répond, le midva le bene. Parce que si c'était justement pour manger un bon œuf, alors il a donné de quoi manger. Seulement quoi? C'est pas aussi bon. C'est pas aussi bon, il y aura la différence. S'il y a un œuf
qui est fécondé, il vaut 1 euro et l'autre, il vaut 80 centimes. Il va dire, écoute, t'as mangé, c'est vrai, c'était pas si bon que ça, je vais te rendre 20 centimes. Et justement, Kamashwanan, Rabbi Yam, il vient nous enseigner que non, lorsque quelqu'un il vient, il te demande un œuf fécondé, c'est parce qu'il veut produire des poussins. Et tu lui donnes un œuf qui n'est pas fécondé, il ne peut rien faire avec. Il n'a pas acheté pour manger, il a acheté pour faire des poussins. Il ne peut pas faire des poussins, donc ta transaction est annulée. Bien. Revenons maintenant sur les paroles de Rav. On va donner encore une interprétation dans les paroles de Rav qui a dit que Beitzai Yetziat Nigmera, que l'œuf, une fois qu'il est fini, une fois qu'il a été pondu, il est sorti de la poule. Si tu veux, je vais te dire, qu'est-ce signifie l'enseignement de Rav? Qu'un œuf à sa sortie de la poule, il est totalement formé. Il veut dire, le chidouche de Rav est pour nous dire que si la majeure partie de l'œuf est sortie de la poule, il est totalement formé. Rashi Mitzia Druba Nigmera, si la majorité de l'œuf est sortie, à ce moment-là, il est totalement formé. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Yom Tov, Rashi nous dit, c'est à propos de Yom Tov qu'on nous enseigne ça pour nous dire une halacha, une loi qui concerne la fête. Des Miatz Taruba Me'erev Yom Tov, si il y a la majorité de l'œuf qui est sorti de la poule la veille de Yom Tov, Vechaza Betoch Me'ea, et c'est re-rentré dans les entrailles de la poule, Ve'yilata Balayla, et la poule l'a pondu totalement la nuit. Mouteret, cet œuf-là, il est permis pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que le fait que la majorité est sortie la veille de Yom Tov, c'est considéré comme si que la poule avait pondu la veille de Yom Tov. Ou de Rabbi Yochanan, et comme ça s'accorde donc avec l'opinion de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit que Beit Sashiyat Saruba Merev Yom Tov Chazra, que un œuf qui est sorti, donc la majorité est sortie donc la veille de Yom Tov, et plus tard, donc il est re-rentré à nouveau dans la poule. Muteret Rabbi Yom Tov, on a le droit de la manger pendant Yom Tov. Rashi de Rabbi Yochanan, de Amar le Kamanachi, que plus loin, on va voir donc cet enseignement de Rabbi Yochanan. Ça, c'est une manière, donc encore une manière d'expliquer les paroles de Rav. Encore une autre manière d'expliquer les paroles de Rav, contradictoire à ce qu'on vient de dire maintenant. Veikade Amar, il y en a qui disent, Mayim Yitziata Nigmera, qu'est-ce que Rav veut dire lorsqu'un œuf, il est sorti de la poule? Eh bien, à ce moment-là, il est totalement fini. Il ne veut pas dire qu'une fois que la majorité, elle est sortie. Justement, au contraire, il veut dire imitiat kula nigmera. Rav vient te dire si entièrement, l'œuf entièrement, il est sorti, imitiat kula in, uniquement si tout est sorti. À ce moment-là, on considère qu'il a été pondu la veille de Yom Tov. Ah, mal roubam, s'il y a la majorité qui est sortie la veille de Yom Tov. L'eau, non, ou la pouke, mais de Rabbi Yochanan, justement, c'est pour exclure l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rav n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit que s'il y a la majorité qui a été pondue la veille de Yom Tov, et c'est re-rentré dans la poule, après c'est sorti pendant Yom Tov, c'est considéré comme si c'était pondu la veille de Yom Tov, tu as le droit de le manger pendant Yom Tov. Et Rav, il te dit pas du tout. C'est que l'œuf doit être entièrement sorti, à ce moment-là, il est considéré comme s'il a été pondu la veille de... comme s'il était pondu la veille de Yom Tov, si c'est la majorité, et là, il n'est pas considéré comme s'il a été pondu la veille de Yom Tov. Rashi, si tu veux, je vais te dire encore une autre explication que justement, Rav la poukem de Rabbi Yochanan. Rav vient exclure l'enseignement de Rabbi Yochanan. Ata, il est venu. Vemyitziata de Kamar. Lorsque Rav dit, une fois que l'œuf il est sorti, imyitziat kola. Il veut dire quand il est entièrement sorti. Justement, ça vient exclure s'il y a la majorité qui est sortie. Goufa. La Gemara revient sur l'enseignement de la Braïta, Goufa, sur le corps même de la Braïta, donc sur un sujet qu'on a déjà vu, on revient pour en discuter. On a dit qu'à Shochet et Tatarnegolet ou Matzah Bebitzim Gmurot, quelqu'un qui procède à l'abattage rituel d'une poule et qui trouve à l'intérieur des œufs qui sont formés. On avait déjà vu avant, dans le cours précédent, ce que Rashi nous a expliqué, que des œufs qui sont formés entre guillemets, comme vous allez le voir tout de suite, c'est pas vraiment formé, mais c'est des œufs, donc il y a le jaune qui est là, mais le blanc n'est pas encore fait, et c'est encore rattaché avec le tissu conjonctif. Eh bien, mutarot le ochlan bechalav, on a le droit de les manger avec du lait. Donc en autre mot, ce que la Braïta nous enseigne, c'est que un tel œuf n'est pas considéré de la chair, de la viande de la poule, parce que ce serait de la poule, un poulet, on n'a pas le droit de manger avec du lait, mais ici justement, ces œufs-là sont plus considérés de la poule, ils sont considérés un œuf, et donc tu as le droit de le manger avec du lait. Rabbi Yaakov Omer, deuxième opinion, qui n'est pas d'accord avec la première, il dit attention, im ayu me'orot begidim, si les œufs ils sont encore attachés au tissu conjonctif, eh bien à Surot c'est interdit de les manger avec du lait. Il faut donc qu'ils sont détachés du tissu conjonctif, littéralement gidim, c'est
c'est des tendons, des nerfs, c'est des tissus conjonctifs. Rashi, me'urot veut dire mechubarot, ils sont encore rattachés à ce tissu conjonctif. Ok, donc on a l'opinion de Rabbi Yaakov qui nous dit, attention, si c'est encore rattaché, eh bien, tu ne peux pas les manger avec du lait parce que c'est encore considéré de la viande, de manière plus précise, donc du poulet. Maintenant, la Gemara ramène une deuxième braïta. Et dans cette deuxième braïta, on va discuter, est-ce que cette braïta-là, elle va comme qui? On vient de voir ici l'opinion donc, de Rabbi Yaakov. Oh, ça va comme Rabbi Yaakov, ça va pas comme Rabbi Yaakov. La Gemara dit, avant de dire donc, la braïta que nous allons voir, à savoir que lorsque un oiseau cachère est mort, bien qu'on a fait la shrita, mais pas comme il faut, eh bien cet oiseau donc là s'appelle une nevela. La nevela d'un oiseau rend impur. Mais attention, elle rend impur de manière particulière. Elle ne rend pas impur comme d'autres choses qui rendent impur, bemaga ou bemassa, si je les touche, ou bien si je les porte. Mais ça, pour devenir impur avec la nevela d'un oiseau, c'est uniquement si la personne, elle le mange, et au moment où ça passe dans sa gorge, à ce moment-là, la personne elle-même, elle devient impure, et les vêtements qu'il a sur lui deviennent impurs. Donc c'est une touma, une impureté qui est assez particulière. Dans la braïta que nous allons voir qu'est-ce qui est considéré du manger de la volaille, de l'oiseau, et qu'est-ce qui n'est pas considéré du manger. C'est-à-dire, quand on mange certaines choses de l'oiseau, ça ne sera pas considéré manger de l'oiseau, donc on ne devient pas impur de cette nevela, et certaines parties sont, oui, considérées de l'oiseau, donc si quelqu'un les mange de cette nevela, il sera impur. Man tana lead tanurabanan. Quel est le tana de cette braïta que nos sages ont enseigné? A ochel min nivlat of taor. Si quelqu'un mange de la nevela d'un oiseau cachère. Alors, Rashi d'abord, nivlat of taor, mais tama a ochla, que la nevela d'un oiseau pur rend impur ceux qui la mangent. Des tame begadim pour rendre impur, donc les vêtements chez lavouche qui est habillé bichat bliat au moment où il avale. Ve'el la tumat maga ou masa. Il n'a pas la notion de l'impureté de maga, de toucher, ou massa de porter, ou masechet nida yalfinan là. Dans le traité on apprend donc d'où on apprend ça. Celui qui mange une de ces choses-là, mimena, qu'on va voir tout de suite. Alors, certains, on va dire qu'il est taor, il est pur, parce que c'est pas considéré la nevela de l'oiseau. Certaines choses, c'est considéré la nevela de l'oiseau. Donc, on parle toujours de quelqu'un qui mange des parties de l'oiseau, mais certaines parties, ils ne sont pas considérées de la chair de l'oiseau pour qu'il devienne impur. Alors, je reprends. Alors, voyons certaines choses qu'il est encore pur, certaines qui sont impures. Mina shalal shel beitzim, du groupe 2 qui est rattaché par le tissu conjonctif à l'ovaire. C'est-à-dire, la poule, elle a plein d'ovules, et là-bas, donc l'ovule, il y a l'ovaire, et il y a une ovule, donc un jaune comme ça, qui tombe et qui va dans un tuyau qui fait environ 60 cm. Dans ce tuyau-là, elle va prendre au fur et à mesure du blanc autour de ce jaune qui est tombé dans le tuyau. Et au bout de ce tuyau, elle va rester encore plus longtemps pour faire la coquille. Après, donc, elle va pondre. D'ailleurs, elle caquette au moment où elle va pondre. Et après, donc, quand elle pond, il y a un autre ovule, un autre jaune comme ça qui tombe, et ainsi de suite. Quand on parle ici de shalal shel beitzim, donc on parle des œufs, non pas quand ils sont encore dans l'ovaire, mais quand ils sont déjà quittés l'ovaire, ils sont déjà dans le tuyau, ils sont rattachés par le tissu conjonctif à l'ovaire. Comme Rashi nous dit, mina shalal shel beitzim, kshen kvushin, lorsque ils sont comprimés au shloulin et rattachés, ou gvouin et fixés, bashidra dans l'ovaire, klomar, c'est-à-dire, ceux qui mangent ces œufs-là, quand ils sont encore rattachés par le tissu conjonctif à l'ovaire. Eh bien, on verra donc cette personne-là, il est pur, parce que c'est pas considéré qu'il a mangé de l'oiseau. De même, mina tsamot, s'il a mangé des os, ou mina gidin, s'il a mangé des tendons, Rashi nous dit que mina gidin veka savar, ce tana-là, il pense que enbe gidin benotentam, que les tendons n'ont pas de goût. Si les tendons avaient un goût, alors ça serait considéré comme de la viande, comme du poulet, de l'oiseau, et la personne serait impure s'il les mange. Mais il considère, ce tana, qu'ils n'ont pas de goût, c'est pas considéré du manger. C'est pour ça qu'on verra que cette personne-là qui a mangé ces guidines, ces tendons, il est taor, ou celui qui a mangé de la viande, qui s'est détaché de l'oiseau lorsqu'il était vivant. Dans tous ces cas-là, taor, il est pur. Rashi, shalal, donc c'est ce qu'on a dit avant, le shalal, le groupe de Rashi dit donc un certain mot français, baste, que mot shalal shel kovsim, comme ce qui est regroupé par ce qui nettoie les vêtements, c'est des kovsim, eh bien, il rattache des grands vêtements avec des petits vêtements pour pas que le petit vêtement va être perdu. Ça s'appelle un shalal. Donc Rashi veut nous donner un exemple de quelque chose qui est shalal, qui veut dire regroupé. Toujours dans Rashi, basa shenit lashminachai.
de la viande qui a été détachée de l'oiseau lorsqu'il était vivant, lav nevelaï. Donc c'est pas de l'oiseau lorsqu'il est nevela. Dans tous ces cas-là, nous avons dit que cette personne-là, il est tahor, parce qu'on ne considère pas qu'il a mangé de la nevela de l'oiseau. En revanche, s'il a mangé mina eshkol shel beitzim, s'il a mangé de l'ovaire, littéralement mina eshkol, donc c'est une grappe d'œufs, car en effet, donc les ovaires se présentent comme un amas de follicules qui contiennent les œufs en développement. Et comme ça, après, donc il y a un jaune qui tombe encore, donc à la base, donc ils sont comme ça, comme tous ensemble. Ils sont un eshkol chez le beitzim, donc c'est l'ovaire lui-même. Ou bien qu'il a mangé mina kurkevan, du jabot, ou mais qu'il a mangé des intestins, chez himchat achel avugmao. Ou bien qu'il a fait fondre la graisse de l'oiseau et il a gobé, dans tous ces cas-là, tamé, la personne est considérée qu'il a mangé la nevela d'un oiseau et il est impur. Rashi s'arrête sur les mots chez himcha et achelev, ou bien qu'il a fait fondre de la graisse, hitich et ashuman. Il a fait fondre de la graisse, ou gumbao, il a gobé, tamé, il est impur. Et Rashi explique, ou be'aor ve'arotef dans le traité Choulin, il y a un chapitre qui s'appelle Aor ve'arotef. Pachin, on demande, ve'achila ktiva be'yekri, l'interdiction de le manger, non pas ici lorsqu'il est en train de boire, de gober cette graisse. Mais on ramène ce que Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish dit dans un autre contexte, dans plusieurs contextes, il dit que Hanefesh, l'expression qu'on dit que l'âme va en profiter, eh bien, l'âme en profite, les rabots et achotés. Pas seulement que la personne elle mange, ça vient inclure aussi ceux qui va boire, la nefesh, l'âme en a profité. Donc, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'oiseau, la nevela, ve'haraktiv, il y a écrit, ve'nefesh, eshatochal nevela, une âme qui va manger une nevela. C'est vrai qu'il y a écrit tochal, c'est vrai qu'il y a écrit manger, mais il y a écrit nefesh, l'âme. Donc, l'âme, dès qu'elle en profite, la personne est considérée avoir mangé une nevela, ou ben nivlat of tar, mais tout comme ce verset-là, donc il parle de nivlat d'un nevela, donc d'un oiseau qui est pur, comme ça, mais tout comme Torah Kohanim, comme ça, on va maintenir donc l'explication dans Torah Kohanim, qui est un midrash, qui explique donc le troisième livre de la Torah, Vayikra, dans lequel on retrouve ce verset. En tous les cas, qu'est-ce que nous avons vu ici? Il y a Shalal Shel Beitzim et il y a Eshkol Shel Beitzim. Donc Shalal Shel Beitzim, c'est le groupe 2 qui est attaché par le tissu conjonctif à l'ovaire, et nous avons le Eshkol Shel Beitzim, donc c'est l'ovaire lui-même. Maintenant, on s'arrête sur cette braïta, on dit Mantana mina Shalal Shel Beitzim tar. C'est qui le Tana qui enseigne dans cette braïta qui dit que si quelqu'un il a mangé du groupe 2 qui est attaché à l'ovaire par le tissu conjonctif, donc il est tahor? C'est qui? Amar Rav Yosef, il répond, il dit, d'abord Rashi, Mantana mina Shalal Beitzim tar, Alma la vasaru. Donc en autre mot, cette traduction en autre mot, ça veut dire que c'est pas de la chair, ce Shalal Shel Beitzim, c'est eux qui sont rattachés à l'ovaire par le tissu conjonctif, donc c'est pas de la chair, c'est pas du poulet. De l'ok Rabbi Yaakov, donc c'est pas comme Rabbi Yaakov, parce que Rabbi Yosef vient tout de suite. Amar Rabbi Yosef, de l'ok Rabbi Yaakov. C'est pas comme Rabbi Yaakov, pourquoi? Dit Rabbi Yaakov, si c'est comme Rabbi Yaakov. Ah, Amar, Rabbi Yaakov, il a dit, Imayu me'oret bagidim, que si les œufs, ils sont encore attachés au tissu conjonctif, donc, à l'ovaire, eh bien, à Sourot, ils sont interdits. Donc on voit que d'après Rabbi Yaakov, ces œufs-là sont considérés du poulet. Donc, Rabbi Yaakov, il a dit, ces œufs qui sont rattachés à l'ovaire par le tissu conjonctif, t'as pas le droit de les manger avec du lait. Pourquoi? Parce que c'est du poulet. La Braïta, elle nous dit que si quelqu'un il a mangé de la nevela d'un oiseau, parmi les choses, qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé Shalal Shel Beitzim, c'est pas considéré de l'oiseau. Ah, c'est pas considéré de l'oiseau, la personne elle est pure, ça veut dire que tu peux le manger avec du lait. Donc cette Braïta-là ne va pas comme Rabbi Yaakov, parce que Rabbi Yaakov il dit que ces œufs-là, tu ne peux pas les manger avec du lait. Si les œufs, tu ne peux pas les manger avec du lait, dans la Braïta, on n'aurait pas dû dire que Shalal Shel Beitzim, si la personne elle est pure, on aurait dû dire que la personne elle est impure. Donc ça ne peut pas aller comme Rabbi Yaakov. La Gemara a dit non, ça peut aller comme Rabbi Yaakov. Amarle Abaye, Abaye Yosef, non, Nimaï. Qui te dit? Dis-le peut-être, Atkan lo kama Rabbi Yaakov. Littéralement, jusqu'à là, Rabbi Yaakov n'a pas dit. Donc, Rabbi Yaakov a dit son cas, Atam là-bas, dans ces œufs-là, est-ce que je peux les manger avec les œufs? Et la Léniani Soura, en ce qui concerne l'interdiction de manger du lait et de la viande, où les sages, ils ont étendu le décret, ils ont dit que ces œufs-là, on va dire, il ne faut pas les manger avec de la viande, vu qu'ils sont encore attachés par le tissu conjonctif à l'ovaire. Avalignan Touma. Mais en ce qui concerne l'impureté, les sages, l'eau, ils n'ont pas décrété, ils ont dit on ne va pas considérer ces œufs-là qui sont rattachés à l'ovaire par le tissu conjonctif, on ne va pas les considérer comme la nevela. Le raisonnement dans un instant. D'abord Rashi. Et la Léniani Soura, pour l'interdiction. Falgav, bien que de lav basar ninou,
Donc, en effet, en vérité, c'est pas considéré de la viande. Ces œufs-là qui sont rattachés à l'ovaire par le tissu conjonctif. Malgré cela, Asar-là, Tabia, comme il s'interdit, Midera Banan, d'ordre rabbinique. Pourquoi? Oh, il veut crever le milieu de Bassar, vu qu'ils sont proches, ils sont presque comme du poulet, comme de la viande. C'est la raison pour laquelle on peut décréter, les sages vont élargir l'interdiction de Bassar Bechalab, ils vont dire que ça aussi c'est interdit. Ava, les Inyan Touma, mais en ce qui concerne l'impureté, là, non. Pourquoi de lave Bassar Nino? Parce que c'est pas considéré de la viande de l'itmo pour qu'ils vont être considérés impurs. Ah, il est si tu dis qu'au sujet de la Touma aussi, on devrait promulguer un décret qui interdit ces œufs-là, que si quelqu'un a mangé d'un oiseau, ces œufs qui sont rattachés à l'ovaire par le tissu conjonctif, ils devraient devenir impurs de la même manière qu'on a fait ce décret pour le Bassar Bechalav. Eh bien, la réponse, elle est non. Pourquoi? Parce qu'à poucher tout mao, parce qu'une telle chose, ça entraînerait une augmentation d'impureté. Va poucher tout et les sages ne veulent pas faire un décret rabbinique pour élargir, pour rajouter encore plus d'impureté. Rashi nous dit, en général, ils évitent en tous les cas de faire ça, bien que ça arrive des fois. Rashi v'chiteima liyan tuma naminig, si tu vas dire, pour l'impureté aussi, on n'a qu'à décréter que c'est considéré par une partie de l'oiseau, et que celui qui en a mangé, s'il est considéré avoir mangé une vela d'un oiseau, il devient impur. De l'itmou, il va devenir impur. Mais des rabbins, parole rabbinique, heicha de gazvin, de la même manière qu'on a interdit, on a décrété pour l'interdiction de Bassa Bechalav. Et la réponse elle est qu'à Pushet Tumaou, ça serait étendre de l'impureté. Des Ikahev c'est Tarot, on faire perdre des choses qui sont Tarot, qui sont pures. On dit, ah, lui il a mangé ça, ah, maintenant, ça y est, c'est devenu impur. On ne veut pas qu'il y ait des choses sacrificielles qui vont devenir impures, alors qu'ils peuvent rester purs. Et donc, d'ordre rabbinique, les rabbanan ne vont pas vouloir étendre l'impureté. Rachid dit, bien que les sages, dans plein d'endroits, ils ont décrété certaines choses qui vont être impures. Donc, ils ont, oui, promulgué des décrets qui concernent l'impureté. On ne veut pas dire, ah, de la même manière, tu es obligé de dire aussi ici. Pourquoi? Parce que les sages, c'est pas agréable pour eux, ils ne cherchent pas, ils essayent d'éviter de ne pas étendre la touma à l'impureté. Ok. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est la braïta qui, d'abord la première dans laquelle on a vu l'opinion de Rabbi Yaakov, qui dit que si les œufs ils sont encore rattachés à l'ovaire par le tissu conjonctif, ils sont interdits de le manger avec du lait. Après, nous avons vu une deuxième braïta dans laquelle on parlait, donc celui qui mange de la nevela d'un oiseau pur, quand est-ce qu'il devient impur et quand est-ce qu'il ne devient pas impur. Et ce qui nous intéresse, donc on a dit que celui qui mange de shalal shel beitzim, il est pur, celui qui mange du eshkol shel beitzim, il est impur. Comme on a traduit shalal shel beitzim, donc quand on dit traduit, c'est pas juste traduire, comme on a compris le shalal shel beitzim jusqu'à présent, donc c'est les œufs qui sont rattachés par le tissu conjonctif à l'ovaire, et le eshkol shel beitzim, c'est celui qui a mangé l'ovaire lui-même. Donc celui qui a mangé shalal shel beitzim, lui, il est pur, et celui qui a mangé le eshkol shel beitzim, il est impur. Sur ça, donc on a fait remarquer, on a fait remarquer, comme on veut le présenter, mais que la braïta ne va pas comme Rabbi Yaakov, parce que d'après Rabbi Yaakov, cette personne qui a mangé de shalal shel beitzim, il devrait être impur, parce que c'est considéré donc de la viande. Et on a répondu, on a dit non, qu'il y a une différence entre manger, que les sages, ils ont promulgué un décret, donc pour Bassar Bechalav, qu'ils n'ont pas voulu promulguer un tel décret pour l'impureté, parce qu'ils ne veulent pas étendre l'impureté. Maintenant, on veika de amre. Il y en a qui disent, alors, avant de dire l'explication de la Gemara, voyons Rashi, qui nous dit veika de amre, ceux qui disent, de eshkol de sefa, que le eshkol que nous avons vu, avait mashmal le Rav Yosef, beitzim ameurot begidim. Rav Yosef n'avait pas compris, comme nous on a expliqué jusqu'à présent, le shalal shel beitzim, le eshkol shel beitzim. Rav Yosef avait compris que, quand il s'agit de eshkol shel beitzim, donc lui il avait compris, c'est des œufs qui sont rattachés par le tissu conjonctif à l'ovaire. Ve shalal, et c'est quoi le shalal shel beitzim? Ave mashmal shein al meurot kolkach. C'est ceux qui ne sont pas tellement rattachés au tissu conjonctif, comme ceux qui sont gmurot, que ceux qui sont gmurot, eux ils sont betzim gmurot, ceux qui sont rattachés au tissu conjonctif. Donc ils ne sont pas comme les gmurot. Mais ceux-là, ils sont plutôt krovot lavobaim aklipa levana. Le blanc qui est autour du jaune va bientôt arriver. Donc she'en advekot yafé, ils ne sont pas bien rattachés au tissu conjonctif. Et la meat, ils sont juste un tout petit peu rattachés. Donc
Comment Rav Yosef il avait compris, d'après ce Ika d'Amri que nous allons voir, que Shalal Shal Beitzim, c'est des œufs qui sont plus rattachés au tissu conjonctif, ils sont bientôt arrivés à leur fin. Et Eshkol Shal Beitzim, c'est les œufs qui sont rattachés par le tissu conjonctif à l'ovaire. Donc d'après Rav Yosef, il n'y avait aucune qui était rattachée. Quand on dit Eshkol Shel Beitzim, c'est pas que la personne elle va manger de l'ovaire lui-même. Il va manger des œufs qui sont rattachés par le tissu conjonctif à l'ovaire. Le Shalal Shel Beitzim, ça c'est des œufs qui sont bientôt finis. Il y a le blanc qui va se finir. Vous voyez sur le texte d'Agmar maintenant. Il y en a qui disent que la question qu'on a demandé, c'était pas quel Tana qui a dit Mina Shalal Shel Beitzim Taor. Non, la question elle était qui est-ce qui a dit, c'est qui le Tana qui dit que Eshkol Shel Beitzim Tameh, que la grappe, l'ovaire, il est impur. Et sur ça, Rav Yosef il a dit, Rabbi Yaakovi, c'est Rabbi Yaakov qui a dit ça. En vérité, il ne faut pas traduire ici Mina Eshkol Shel Beitzim Tameh de l'ovaire qui est tamé. Il faut ici Mina Eshkol Shel Beitzim, celui qui mange des œufs qui sont rattachés par le tissu conjonctif à l'ovaire, parce que c'est comme ça que Rav Yosef l'avait compris. Et la preuve, c'est que Rav Yosef il dit, et Rabbi Yaakovi, c'est Rabbi Yaakov qui a dit ça. Pourquoi? Des Amar, car lui il a dit, Imayou Meorot Begidim Asurot. Rav Yosef il dit, ça, là, le Eshkol Shel Beitzim, ça correspond mamash à ce que Rabbi Yaakov il a dit. Pourquoi? Parce que dans la tête de Rav Yosef, lui il avait compris que c'est quoi le Eshkol Shel Beitzim, le groupe 2, c'est quoi? C'est les œufs qui sont rattachés à l'ovaire par le tissu conjonctif. Donc, la même manière qu'il a dit, Imayou Meorot Begidim Asurot, il a dit que tu n'as pas le droit de manger avec du lait. Rabbi Yaakov dit, c'est rattaché par le tissu conjonctif à l'ovaire, tu n'as pas le droit de manger ces œufs. Ah, tu n'as pas le droit de manger ces œufs, ça correspond très bien avec l'enseignement de la fin de la Braïta qui dit qu'il y a Eshkol Shel Beitzim, celui qui mange du Eshkol des œufs, il devient impur. Parce que c'est quoi Eshkol Shel Beitzim? Comment Rav Yosef il a compris que Eshkol Shel Beitzim, c'est des œufs qui sont rattachés par le tissu conjonctif à l'ovaire. Et sur ça, Marlé Abaye lui a dit, Rav Yosef, sur quoi tu te bases pour affirmer que quand on dit Eshkol Shel Beitzim, c'est les œufs qui sont rattachés au tissu conjonctif, que par cela ils sont rattachés à l'ovaire? Non, dis-le-moi Eshkol Kouver. Quand on dit Eshkol Shel Beitzim, peut-être ça veut dire l'ovaire lui-même. Donc le pshat dans la braïta n'est pas comme toi t'as compris, Rav Yosef. Quand on dit Eshkol Shel Beitzim, c'est pas des œufs qui sont rattachés par le tissu conjonctif à l'ovaire, c'est l'ovaire lui-même. En effet, les Shalal Shel Beitzim aussi. Tu dois changer ton explication, Rav Yosef. Shalal Shel Beitzim. Donc, ce ne sont pas des œufs qui sont rattachés au tissu conjonctif, mais il s'agit des œufs qui sont bientôt arrivés à la fin, qui vont bientôt, ils vont prendre tout leur blanc. Donc, Abaye lui dit, qui te dit cette explication? Tu as dit Eshkol Shel Beitzim, des œufs qui sont rattachés par le tissu conjonctif à l'ovaire, comme les paroles de Rabbi Yaakov qui dit que c'est des Meorot Begidim, des œufs qui sont rattachés avec les tendons qui sont rattachés par le tissu conjonctif. Qui dit que c'est ça? Dis-le-moi, Eshkol Goufé, Rachim Eshkol Goufé, Basar Adavuk Bashidra, donc la chair qui est rattachée donc à l'ovaire, va Beitzim Adokimbo, et que les œufs sont rattachés, sont là-bas sur cette grappe. Et si tu vas me dire, mais Eshkol Goufé Maïla même, si c'est l'ovaire lui-même, qu'est-ce que la Braïta a besoin de dire? C'est de la chair, c'est de la chair, ben, c'est sûr que c'est une névé là, s'il a mangé ça de l'oiseau lorsqu'il est mort. Eh bien, non, tu veux pas dire que c'est si évident, il n'y a pas besoin de le dire la preuve. C'est comme le jabot, les intestins, qui sont mentionnés dans la Braïta, de Bassaninu. Là-bas aussi, c'est de la viande de l'oiseau. Mais vu qu'il y a des gens qui ne mangent pas, il y a besoin de te dire que si tu as mangé du jabot, tu as mangé des intestins, c'est considéré de la chair d'une névé. Là, de la même manière aussi, il y a des gens qui ne mangent pas l'ovaire. Il y a besoin que la Braïta va nous enseigner que c'est considéré comme de la viande et que celui qui le mange, d'une veille d'un oiseau, il est considéré tamé. Ok. Maintenant, Tanura Banan. Nos sages ont enseigné dans une Braïta. Kol shetashmish bayom. Toute espèce qui s'accouple en journée. Nolad bayom. Ces petits vont naître en journée. Kol shetashmish balayla. Toute espèce qui s'accouple la nuit. Nolad balayla. Son petit naît la nuit. Kol shetashmish ben bayom ben balayla. Toute espèce qui s'accouple soit en journée soit la nuit. Nolad ben bayom ben balayla. Son petit peut naître aussi bien le jour que la nuit. Et la Gemara donne des exemples. D'abord, Rashi, Nolad Bayom, Nekvotav, Yoldot Bayom. Donc, c'est femelle. Donc,
les femmes qui ont été accouplées, donc vont amener leurs petits en journée. Et donc la Gemara, la Braïta, elle donne des exemples. Kol shetash misho bayom nolad bayom, toute espèce qui s'accouple en journée, son petit né en journée, zotan et golet, c'est la poule. Kol shetash misho balayla nolad balayla, toute espèce qui s'accouple la nuit, son petit né la nuit. C'est quoi Zoatalef? C'est la chauve-souris. Comme Rashi nous dit, Atalef, kalbash suritz, chauve-souris belaz. Après, quand je t'achète ben bayom ben balayla, toute espèce qui s'accouple soit en journée, soit la nuit, son petit peut naître le jour ou la nuit, c'est Adam, c'est l'homme, v'chol damele, toutes les espèces qui lui ressemblent. Amarmar. Maître a dit, on revient à ce qui a été dans la Braïta. Kol shetashmisho bayom dolad bayom. Tout ce qui s'accouple en journée, son petit né en journée. Zotan et golet, c'est la poule. Le Maïnov Kabina. Quelle implication halachique pratique on peut en déduire de cet enseignement? Pourquoi on vient de l'enseigner? Ah, l'enseignement, la Gemara répond, c'est nécessaire pour nous enseigner la règle de Rav Mari, le fils de Rav Kana, de Amar Rav Mari baré de Rav Kana, car il a dit, imaginons quelqu'un, c'est la veille de Yom Tov, et Badak Bekina Shel Tarnigol Emer Yom Tov, il a vérifié le nid de poule au moment du crépuscule, c'est-à-dire Ben Hashmashot, la veille de Yom Tov, entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, il est parti là-bas dans le nid de poule, pour voir s'il y a quelque chose, un œuf peut-être. Il n'a pas trouvé d'œuf. Ou le machar, le lendemain matin, avant l'aube, hishkim, se lève tôt, donc avant l'aube, ou matzaba beitza muter, ou matzaba beitza, il trouve un œuf, muteret, cet œuf il est permis à la consommation. Pourquoi? A priori, cet œuf il a été pondu pendant Yom Tov. Il est rentré la veille de Yom Tov, il n'y avait rien du tout, au coucher du soleil, il n'y a rien du tout. D'où cet œuf il est arrivé? Il a été pondu pendant la nuit. Donc il a été pondu pendant Yom Tov, il devrait être interdit. Eh bien, justement, la Braïta nous dit, non. Le coq et poule ont des relations uniquement en journée. Donc leur petit, l'œuf, peut naître uniquement en journée. Donc cet œuf-là, c'est sûr et certain qu'il a été pondu en journée. Rashi. Mais Erev Yom Tov, Ben Hashmashot, Rashi nous dit quand il avait du Yom Tov, c'est pas juste la veille du Yom Tov, le matin. C'est Ben Hashmashot, au crépuscule, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Des chouves, le yal d'Alabalaya, que à ce moment-là, tu es obligé de dire que si tu vois après un œuf avant le lever du matin, tu es obligé de dire que ça a été pondu pendant la nuit. Pourtant, on dit que Hishkim, s'il se levait Kodem Alotachara, chez le Sud, quand il se levait, c'est pas une fois que le soleil s'est déjà levé, c'est avant l'aube. La raison pourquoi il a pris donc le cas que même s'il a vérifié, il a examiné le poulailler Ributa Kamashmalan. Ça vient nous enseigner un chidouche, quelque chose de plus. Bien qu'il a examiné, il n'a pas trouvé. Tu veux pas arriver comme ça, le Yom Tov le matin, tu dis, il y en a fait sûrement. C'était hier en journée. Non, Badak, il a examiné avant Yom Tov, il n'y avait rien dans le poulailler. Malgré ça, Mouter, etc. Pourquoi? T'es s'appris dans la Braïta. Parce qu'on s'appuie sur la Braïta qu'on vient d'apprendre. Des Katanes qui enseignaient, Kol Shetash Misho Bayom, tous ceux qui ont des rapports, toute espèce qui a des rapports en journée uniquement. Nolad Bayam, le petit va naître en journée. Donc c'est sûr qu'il n'a pas enfanté, qu'il n'a pas pondu lorsqu'il faisait nuit. La Gemara s'interroge quand même, mais il a pourtant vérifié le nid avant Yom Tov, il n'a rien trouvé. C'est obligé de dire que ça a été pondu pendant la nuit. Alors la Gemara dit, le Badak Yafé. Premièrement, on peut dire que peut-être qu'il n'a pas bien vérifié le nid. Deuxièmement, on va filer au Badak Yafé. Et même s'il a bien vérifié. On peut dire qu'il y a Starouba. Il y a la majorité qui est sortie. Et après, c'est re-rentré. Et comme l'enseignement de Rabbi Yochanan qui a dit que si la majorité de l'œuf est sortie la veille de Yom Tov, et après c'est re-rentré, et plus tard ressorti pendant Yom Tov, on considère que ça a été pondu la veille de Yom Tov. Rashi, disons que la majorité qui est sortie après c'est re-rentré. Bien que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Migo de Pshitalan, puisque pour nous c'est évident, qu'elle ne peut pas pondre la nuit, eh bien, on va suspendre, on va dire que justement, ça peut être que le cas de Rabbi Yochanan, que la majorité est sortie la veille, et après ça re-rentré, après c'est ressorti pendant Yom Tov. Maintenant, la Gemara s'interroge sur cet enseignement, il y a c'est vraiment ainsi, pourtant. Rabbi Yosef ben Shaul, pourtant, Rabbi Yosef, fils de Shaul, il Rav, il a dit au nom de Rav, que Badak Bekina Shetan Egalot Be'erev Yom Tov, que si quelqu'un a vérifié le nid de poule au moment du crépuscule, la veille de Yom Tov,
Velo matzah babeitza, il n'a pas trouvé d'œuf. Ou le macha lendemain, hishkim, il s'est levé tôt, matzah babeitza, il a trouvé un œuf. Asura, l'œuf, il est interdit. Parce que le Nil a été vérifié juste avant Yom Tov. Donc ça contredit l'enseignement de Rav Mari, le fils de Rav Kana. Agmara répond, c'est pas le même cas. Pourquoi? Hatam là-bas, dans le cas de Rav, on parle que la poule, elle a pondu un œuf qui n'est pas fécondé. Rashi, si c'est un œuf qui n'est pas fécondé, elle peut le pondre même pendant la nuit. Agmara demande, c'est comme ça de Rav Mari Nami. On peut dire aussi, dans le cas de Rav Mari, il a vérifié, il n'y avait pas d'œuf à l'entrée de Yom Tov. Lendemain matin, avant l'aube, il y en a un. Alors on peut dire aussi, Rashi Yachi de Yeshelad Balayla. Que c'est, on va dire que c'est possible que va pondre la nuit. De Rav Mari, de Rav Heri Sharia. Comment on permet le matin d'Ia? C'est bon, c'est sûr que c'était la veille de Yom Tov, cet œuf-là, tu peux le manger. Peut-être qu'il a été pondu pendant Yom Tov, pendant la nuit. Et ma mère on n'a qu'à dire que c'est un œuf qui n'est pas fécondé. Veyalda Belel Yom Tov. Et qu'elle a pondu dans la nuit de Yom Tov. Sur le texte d'Agmara, Yachi de Rav Mari Nami, dans ce cas-là, donc pour Rav Mari aussi, Emma, on pourrait dire, mais Arasafna, que cet œuf qui n'est pas fécondé, il a été pondu pendant la nuit de Yom Tov. La Gemara répond, Bedi Kazachabada, le cas de Rav Mari, il parle dans un cas où il y avait un coq avec la poule. La Gemara n'accepte pas, elle dit, mais Bedi Kazachanami, même s'il y a un coq. On pourrait toujours dire que c'est un œuf qui n'est pas fécondé, que la poule n'a pas fait cet œuf-là avec la coque. Alors là, Ravina dit, il y a une règle. Gimire, on a reçu de nos maîtres le principe suivant, que quand qu'à chaque fois qu'il y a un coq à proximité, l'osaftamehara, une poule, ne pond pas d'œuf qui n'est pas fécondé. Conclure avec une halakha, la loi, elle en effet que si quelqu'un, il a demandé d'acheter des œufs donc, qui ne sont pas fécondés, on lui a des œufs fécondés, et donc des œufs fécondés, on a des œufs qui ne sont pas fécondés, eh bien, le mekar et le batel, l'annulation, la vente est totalement annulée. Un sujet lié avec Yom Tov en général. Et Yom Tov, ça ne fait pas partie des fêtes qui sont déjà Mikach avec Kaima, qui sont déjà Kadosh. Shabbat, il est Kadosh quoi qu'il arrive. Kadosh, ça arrive le 7e jour, c'est Shabbat. Par contre, le Yom Tov, c'est les Bnei Israël qui le rendent Kadosh. Lorsque le tribunal, il va dire que tel et tel jour, c'est le début du mois, par cela, ça le rend Kadosh. C'est-à-dire que Yom Tov, c'est l'idée qu'on prend un jour qui est profane et que c'est les Bnei Israël, par leur propre travail, qui rendent ce jour-là Kadosh. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir la venue de Mashiach. À ce moment-là, il y aura encore plein de Yamim Tovim qui vont se rajouter, tous les jours de jeûne qui vont se rajouter, qui vont changer les Sassan, le Simcha, Bimheira, Beyameinu, Amen. Une excellente journée.